Maman, cache-toi dans le placard. Vite. Avant même que je ne puisse comprendre ce qui se passait. Mon fils de 7 ans me tirait le bras avec une urgence terrifiante. Son visage était complètement pâle et son petit corps tremblait violemment. Je m'appelle Chelsea. J'ai 36 ans et je venais de rentrer chez nous à Cary, en Caroline du Nord. J'étais complètement épuisé. Une séance de chimiothérapie éprouvante avait laissé mon corps faible. Douloureux et terriblement nauséeux. J'avais à peine la force de me tenir debout ou de garder les yeux ouverts. Mais la panique pure dans les grands yeux de mon fils a forcé mes jambes lourdes à bouger. Il m'a entraîné dans l'espace sombre et étroit du dressing de la chambre principale et a rapidement refermé la porte à persienne. Je me suis effondré sur le plancher en bois dur, luttant pour étouffer ma respiration haletante. L'espace clos sentait l'eau de colonne coûteuse de mon mari. Qu'est-ce qu'il y a? Mon chéri? Ai-je essayé de murmurer? Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a immédiatement plaqué sa petite main fermement sur ma bouche. Une seconde plus tard, j'ai compris exactement pourquoi. Des pas lourds ont résonné dans l'escalier en bois. Il se déplaçait rapidement, devenant plus fort à mesure qu'il s'approchait de notre chambre. Puis, une voix a retenti juste devant la porte du placard. C'était mon mari. Mais le ton froid et calculé qu'il utilisait était un ton que je n'avais jamais entendu en 10 ans. De mariage. Et il n'était pas seul. La voix d'une femme inconnue lui a répondu, avec un ton vif et assuré. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai serré mon fils fort contre moi en écoutant une terrifiante vérité se révéler à quelques centimètres seulement de notre cachette. Si vous aimez les histoires captivantes sur la trahison familiale, le courage d'une mère et une justice réparatrice, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre pour cette aventure. Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires pendant que nous découvrons cette sombre vérité ensemble. Derrière la porte étroite du placard, les pas se sont arrêtés pile au milieu de notre chambre. J'ai retenu mon souffle. J'ai serré Grant fort contre ma poitrine. J'ai plaqué ma propre main sur ma bouche pour faire taire ma respiration irrégulière. Le parquet a craqué sous le poids des 2 personnes qui se tenaient à quelques mètres de là. J'ai eu les résultats, a dit une voix de femme. Elle parlait à voix basse, mais distinctement. Bien, a répondu Julien. Sa voix était dénuée de toute émotion. J'ai regardé à travers les petites fentes de la porte à persienne. Je ne pouvais voir que l'ombre de leurs chaussures. Julien portait ses chaussures de travail en cuir ciré. La femme portait des talons noirs. Je ne connaissais pas encore son nom. Mais ils se tenaient inconfortablement proches l'un de l'autre dans la chambre que je partageais avec mon mari. Regarde là, a continué la femme. J'ai entendu un froissement de tissu, comme si elle ramassait quelque chose sur ma commode. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Elle parlait de moi. Elle parlait de ma maladie. Quand cela arrivera, a répondu Julien, d'un ton calme et totalement détaché. Le gamin n'aura pas un centime du fonds de fiducie. Les mots m'ont frappé de plein fouet. Le gamin. Il parlait de Grant, notre fils de 7 ans, blotti dans mes bras. Julien ne l'a pas appelé par son prénom. Il l'a appelé le gamin. Mais ton beau-père va-t-il croire ce papier, a demandé la femme. Elle semblait sceptique. Bernard n'est pas un homme facile à duper. Mon beau-père, Bernard, avait bâti une entreprise immobilière prospère. Plus important encore, il avait créé un fonds de fiducie massif pour son seul petit-fils, Grant. Il était conçu pour assurer l'avenir de Grant. Et maintenant, cette femme inconnue se demandait si Bernard croirait un bout de papier. Quand je présenterai ce document d'ADN, a dit Julien, sa voix devenant plus assurée. Le tribunal de la famille n'aura pas d'autre choix que de se ranger de mon côté. Le document prouve que le garçon n'est pas de moi. Il prouve qu'elle a trompé
Il était en train de réécrire toute notre histoire. Il inventait un mensonge si dévastateur qu'il couperait pour toujours les liens juridiques de Grant avec la famille. Sa stratégie m'a paralysé. Mon estomac s'est tordu violemment. Un faux test d'ADN. Julian prévoyait d'utiliser un faux document médical pour m'accuser d'infidélité. Il voulait attendre que le cancer me tue. Un moment où je ne pourrais plus me défendre ni exiger un vrai test. Et pour le garçon ? A-t-elle demandé. Je jetterai le môme dans un pensionnat isolé, a déclaré froidement Julian. Quelque part très loin. Dans un autre État. Une fois que le tribunal lui aura retiré son héritage sur la base de la fraude. La paternité. J'interviendrai pour gérer le reste des actifs. J'obtiendrai la garde exclusive du domaine. J'ai assemblé chaque fragment de leur conversation. La terrifiante réalité a formé un tableau complet dans mon esprit. Mon mari n'avait pas seulement une liaison. Il orchestrait un complot juridique et financier calculé contre sa propre famille. Il fabriquait des preuves pour déshériter son propre sang. Il avait l'intention de dépouiller mon beau-père. D'effacer ma réputation après ma mort et d'abandonner Grant dans une institution. Grant s'est légèrement déplacé contre moi. J'ai serré son épaule, priant pour qu'il ne comprenne pas la cruauté des paroles de son père. Des larmes ont coulé silencieusement sur mes joues, mais ce n'étaient plus des larmes de peur. C'étaient des larmes de pure colère aveuglante. J'ai réalisé que le mariage auquel j'avais consacré une décennie de ma vie n'était rien d'autre qu'un piège. L'homme qui se tenait derrière cette porte était un inconnu. C'était un prédateur qui attendait patiemment que sa proie succombe à la maladie. Maya. Pose ça. A soudain ordonné Julian. Maya. C'était son nom. Maya a soupiré audiblement. Il fait glacial dans cette maison, s'est plainte Maya. Ses talons claquaient sur le plancher en bois. Le son est devenu plus fort. Elle s'éloignait du lit. Elle se dirigeait vers nous. Tu n'as pas un pull ou une veste ici ? Regarde dans le placard. A proposé Julian de manière informelle. L'air à l'intérieur du placard s'est soudainement raréfié. Mes muscles se sont crispés à force de rester immobiles, mais je n'osais pas déplacer mon poids. Les pas cliquetants se sont approchés de la porte à persienne. L'ombre de ses chaussures s'est arrêtée directement devant l'étroite ouverture où j'étais accroupi. J'ai arrêté de respirer complètement. Grant a enfoui son visage dans mon cou. La poignée métallique a cliqueté. Maya a entouré la poignée de sa main et a commencé à la tourner. Le téléphone fixe du bas a soudainement sonné fort, brisant le silence tendu. Maya a immédiatement retiré sa main de la poignée de la porte du placard. Elle a fait un pas en arrière. Julian a juré entre ses dents. Il a ordonné à Maya de descendre répondre avant que le répondeur ne se déclenche. Maya s'est retournée. Ses talons ont claqué rapidement sur le parquet puis dans l'escalier en bois. Julian l'a suivi hors de la chambre. Je n'ai pas attendu. J'ai poussé la porte à persienne et j'ai sorti Grant du placard sombre. Une minute plus tard, j'ai entendu la lourde porte d'entrée se fermer. Maya avait quitté la maison. Des pas lourds sont remontés dans l'escalier. Julian est entré dans la chambre. Il s'est arrêté net sur le seuil. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Son visage est devenu complètement pâle. Une panique pure a traversé ses traits. Chelsea, a balbutié Julian. Il m'a regardé, puis a regardé le placard, puis m'a regardé à nouveau. Quand es-tu rentré ? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ? J'ai serré la main de Grant. J'ai forcé ma respiration à se calmer et j'ai regardé mon mari droit dans les yeux. La clinique m'a libéré plus tôt, ai-je répondu froidement. Je me sentais très mal après la chimiothérapie. J'ai pris un taxi. J'étais trop épuisé pour t'appeler. Je voulais juste me reposer. Julian m'a dévisagé, cherchant à savoir si j'avais entendu quelque chose. J'ai gardé un visage totalement impassible, ne montrant que la fatigue physique de ma maladie.
Sa panique s'est dissipée, remplacée par son charme habituel. Il a rapidement réduit la distance entre nous et a entouré mes épaules de ses bras, jouant le rôle d'un mari profondément inquiet. Ce soir-là, Julien a continué son numéro. Il est entré dans la chambre avec un plateau en bois. Il a apporté un bol de soupe chaude et un verre d'eau. Il s'est assis sur le bord du matelas, a écarté une mèche de cheveux de mon front et m'a dit que je devais reprendre des forces. Sa voix semblait sincère. Ses yeux montraient une profonde inquiétude. Si je ne m'étais pas caché dans ce placard, j'aurais cru chaque mot. Je me suis forcé à avaler la soupe. J'ai souri faiblement et les remercié, bien que mon estomac se torde d'un dégoût intense. Je lui ai rendu le bol vide et j'ai fermé les yeux, faisant semblant de m'endormir rapidement. Julien est resté dans la pièce pendant encore 1 heure. Chaque action était parfaitement calculée. J'avais besoin d'une preuve physique. Je ne pouvais pas le combattre avec de simples paroles entendues. Le lendemain matin, Julien a enfilé un costume bleu marine. Il m'a embrassé sur la joue, m'a dit de me reposer et est parti à son bureau. J'ai attendu d'entendre sa voiture quitter l'allée. J'ai immédiatement verrouillé la porte de la chambre. J'ai commencé à chercher. J'ai vérifié les tiroirs de sa table de chevet. J'ai fouillé dans les documents de sa serviette. Je n'ai rien trouvé d'inhabituel. Ma poitrine s'est serrée. Je me suis dirigé vers le lit. Je me suis agenouillé sur le parquet et j'ai passé mes mains sous le lourd matelas. Mes doigts ont frôlé un papier épais coincé profondément entre le matelas et le cadre en bois. Je l'ai retiré précautionneusement. C'était une grande enveloppe Kraft blanche. Le papier était légèrement froissé. Je l'ai retourné et j'ai fixé le recto. Un logo bleu vif figurait dans le coin supérieur gauche. Il appartenait à un laboratoire médical local. Sous le logo, des lettres rouges vives formaient 3 mots, traitement ADN urgent. Ma main a commencé à trembler. J'ai regardé dans le coin inférieur droit de l'enveloppe. Il y avait une ligne de signature. Un nom était griffonné à la hâte à l'encre noire, suivi d'un titre professionnel, Maya Vance. Technicienne supérieure de laboratoire. La pièce manquante du puzzle s'est parfaitement mise en place. Maya n'était pas simplement une jeune femme que Julien avait rencontrée dans un bar. Elle était employée dans un centre de diagnostic. Il l'avait délibérément ciblée. Il avait besoin d'une personne de l'intérieur ayant un accès direct aux systèmes médicaux. Quelqu'un qui pouvait contourner les protocoles de sécurité et générer un faux document officiel. Julien manipulait l'infrastructure médicale pour exécuter sa fraude. Cette enveloppe contenait les faux résultats de paternité. Garder cette enveloppe était dangereux. Si Julien se rendait compte de sa disparition, il changerait immédiatement de plan. Je ne pouvais pas l'affronter. J'avais besoin d'une preuve numérique. J'ai posé l'enveloppe sur le lit. Je me suis précipité vers ma table de chevet et j'ai attrapé mon téléphone portable. J'ai ouvert l'application appareil photo et j'ai activé le flash. Debout au-dessus du lit, j'ai pris une photo nette de l'ensemble de l'enveloppe. J'ai pris un gros plan du logo du laboratoire. Enfin, j'ai fait la mise au point directement sur la signature de Maya. J'ai appuyé plusieurs fois sur le bouton de capture, m'assurant que chaque détail était enregistré de manière permanente. Samedi matin à 9 h, la voiture de Julien a quitté l'allée. Je n'ai pas sauté sur mon téléphone pour appeler immédiatement. Un appel vocal pouvait être intercepté. Et mes seuls mots pouvaient ressembler aux divagations paranoïaques d'une femme malade. Je devais transmettre la preuve physique de manière sécurisée. J'ai ouvert un service de messagerie cryptée sur mon ordinateur portable. J'ai joint chaque photographie haute résolution que j'avais prise de l'enveloppe Kraft blanche, en m'assurant que le logo du laboratoire et la signature de Maya étaient nettement visibles. Ensuite, j'ai enregistré un bref message vocal, en gardant une voix ferme pour détailler la conversation que j'avais surprise dans le placard. J'ai expliqué le calendrier de Julien, le faux test d'ADN et le poste de Maya en tant que technicienne de laboratoire. J'ai adressé l'email à Dal, l'avocat d'affaires de longue date de mon beau-père. Dal était connu pour son esprit vif et sa loyauté absolue envers Bernard.
J'ai cliqué sur envoyer et j'ai fermé l'ordinateur portable. Moins de 10 minutes plus tard, mon téléphone portable a vibré. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro privé de Dal. J'ai verrouillé la porte du bureau et j'ai répondu. Chelsea, je regarde votre email, a dit immédiatement Dal. Il n'a pas perdu de temps en salutations. Sa voix était sombre et strictement professionnelle. J'ai révisé le fichier audio et les images. Vous me croyez? Ai-je demandé. En serrant le téléphone. Si vous m'aviez appelé avec une simple histoire, j'aurais eu des questions. A répondu sans détour Dal. Mais vous m'avez envoyé un document médical signé correspondant au nom d'une technicienne. Vous m'avez donné des preuves concrètes. Je vous crois totalement. Une immense vague de soulagement m'a submergé. Je ne me battais plus seul. Écoutez-moi attentivement, a ordonné Dal. Julien pense avoir le dessus. Il pense que vous ne vous doutez de rien. Vous devez faire en sorte que cela reste ainsi. Ne changez pas de comportement. Ne l'affrontez pas, continuez à jouer le rôle de l'épouse malade et fatiguée. Que faisons-nous pour l'enveloppe, ai-je demandé. Je ne peux pas la cacher éternellement, et il pourrait la chercher. Je vais m'occuper du transfert, a déclaré Dal avec assurance. Je vais appeler Bernard dès maintenant. Je vais lui dire que les documents d'ajustement annuel du fonds de fiducie nécessitent sa signature physique aujourd'hui. Je vais lui suggérer de passer chez vous cet après-midi pour les signer et voir Grant. Julien ne soupçonnera pas une visite juridique si je la présente comme des démarches de routine. Ayez l'enveloppe prête. Dal a raccroché. Je suis retourné dans la chambre. J'ai plié la tique enveloppe Kraft et je l'ai cachée dans la poche de mon gilet oversize. À 15 heures, on a sonné à la porte. Je me tenais en haut de l'escalier. Julien s'est précipité vers la porte d'entrée et l'a ouverte. Bernard se tenait sur le porche, une serviette en cuir à la main. Papa, quelle bonne surprise, a dit Julien avec enthousiasme. Il a fait entrer mon beau-père dans le salon. Le jeu de comédie de Julien était écœurant. Il a pris le manteau de Bernard et s'est renseigné sur son trajet. Se comportant comme un fils dévoué et respectueux, Bernard a joué son rôle à la perfection. Il lui a répondu par un sourire. Lui a tapoté l'épaule et a mentionné qu'il voulait juste voir Grant tout en s'occupant de Trist. Papier de fiducie que Dal lui avait envoyé. Je suis descendu lentement. Bernard m'a accueilli avec une tendre étreinte. Nous nous sommes tous assis sur les canapés du salon. Grant est descendu en courant pour embrasser son grand-père. Laisse-moi te chercher du café, papa, a proposé Julien avec empressement. J'ai acheté ce torréfié foncé que tu aimes. Ce serait formidable. Julien, a répondu calmement Bernard. Julien s'est retourné et s'est dirigé vers la cuisine. Dès que son dos a disparu derrière le mur de la cuisine, l'atmosphère du salon a changé. Je me suis penché en avant. J'ai glissé ma main dans la poche de mon gilet et j'ai pressé l'enveloppe pliée directement dans la main de Bernard. Il a regardé sa paume. Il a déplié légèrement le papier. Ses yeux fixés sur les lettres rouges indiquant traitement ADN urgent et le logo du laboratoire. Une lueur terrifiante et sombre a envahi le visage de Bernard. Sa mâchoire s'est crispée et ses yeux sont devenus froids et furieux. Il a compris la trahison instantanément. Le bruit de tasses à café entrechoquées a résonné depuis la cuisine. Les pas de Julien s'approchaient du salon. Bernard a glissé l'enveloppe dans la poche intérieure de sa veste. La fureur a totalement disparu de son visage. Lorsque Julien est revenu avec un plateau de café, Bernard lui a offert un sourire chaleureux et poli. C'était une expression d'un calme effrayant. Le mercredi matin de la semaine suivante, mon téléphone a sonné, affichant le numéro familier du cabinet d'avocat. J'ai répondu rapidement, en verrouillant la porte de la chambre derrière moi. Julien était déjà parti travailler. Chelsea,
Les détectives privés ont terminé leur enquête préliminaire. A déclaré immédiatement Dahl. Sa voix était plus basse que d'habitude, lourde de graves nouvelles. La situation est bien pire qu'une simple infidélité ou un litige d'héritage. Nous avons affaire à une gigantesque fraude d'entreprise. Je m'assis sur le bord du lit. Qu'ont-ils trouvé? Julien n'attend pas seulement votre décès pour voler le fonds de fiducie de Grant, a expliqué Dahl. Il détourne actuellement des millions de dollars directement de l'entreprise familiale de Bernard. Il vide silencieusement les caisses de la société par le biais de faux comptes fournisseurs depuis 2 ans. L'ampleur du crime m'a paralysé. Julien ne trahissait pas seulement son mariage. Il détruisait méthodiquement l'héritage de mon beau-père. Il avait utilisé sa position au sein de l'entreprise familiale pour en épuiser les ressources. Pourquoi cette précipitation soudaine avec le faux test d'ADN, ai-je demandé. En gardant une voix ferme. Pourquoi impliquer Maya maintenant? Parce qu'il est pris par le temps, a répondu Dahl. L'audit annuel indépendant de l'entreprise commence la semaine prochaine. Les experts comptables judiciaires vont sans aucun doute découvrir les millions manquants. Julien risque une longue peine de prison fédérale pour fraude bancaire et détournement de fonds. Il a besoin d'une rentrée d'argent massive et immédiate pour combler le trou financier avant l'arrivée des auditeurs. Le fonds de fiducie de Grant est le seul actif liquide assez important pour le sauver. J'ai analysé l'information attentivement. Toute la stratégie de Julien était une tactique de survie désespérée. Il était prêt à détruire la vie de son propre fils et à effacer totalement ma mémoire juste pour éviter une cellule de prison. Il y a un autre détail, a continué Dahl. Son ton est devenu encore plus froid. Nos enquêteurs ont fouillé les dossiers financiers privés de Julien. Il n'aime pas Maya. Il n'a aucune intention de refaire sa vie avec elle une fois qu'il aura l'argent. Comment le savez-vous? Nous avons localisé 3 comptes bancaires secrets offshore créés il y a 3 mois, a dit Dahl. Ils sont enregistrés uniquement au nom de Julien. Maya n'apparaît sur aucun d'entre eux. Il la manipule totalement. Il utilise ses qualifications médicales pour falsifier les documents de paternité parce qu'il ne peut pas le faire lui-même. Une fois qu'il aura sécurisé l'argent du fonds de fiducie et l'aura transféré à l'étranger, il prévoit de fuir le pays seul. Il laissera Maya derrière lui pour faire face aux accusations criminelles pour falsification de dossiers médicaux. Une prise de conscience glaçante m'a traversé. Julien était un sociopathe accompli. Il considérait tous ceux qui l'entouraient comme des outils jetables. Il utilisait mon diagnostic de cancer comme un calendrier commode. Il utilisait l'affection aveugle de Maya et son accès au laboratoire. Il utilisait l'innocence de Grant. Il était parfaitement prêt à laisser sa maîtresse porter le chapeau pendant qu'il s'enfuyait avec l'argent de son beau-père. Est-ce que Bernard sait? Ai-je demandé. Je l'ai informé il y a 1 heure, a confirmé Dahl. Bernard est furieux. Mais il garde son calme. Il veut que Julien croie que le plan fonctionne parfaitement. Nous avons besoin que Julien présente officiellement ce document d'ADN falsifié. Une fois qu'il aura soumis un dossier médical frauduleux pour réclamer des actifs financiers. Nous le tiendrons pour conspiration et extorsion. En plus du détournement de fonds d'entreprise. Nous avons besoin qu'il creuse son propre tombeau. Jusqu'au bout. J'ai regardé autour de la chambre. Les murs me semblaient soudain être une cage dangereuse. Que dois-je faire? Vous devez quitter cette maison, a ordonné fermement Dahl. Julien est aux abois. Les hommes aux abois deviennent extrêmement imprévisibles quand les échéances approchent. L'audit a lieu dans quelques jours. Nous ne pouvons plus risquer votre sécurité physique ni celle de Grant. Quand partons-nous? Ai-je demandé. En me levant du lit. Ce soir, a dit Dahl.
Ne prenez que vos documents essentiels et quelques vêtements pour 2 jours. Ne prenez pas de grande valise. Agissez de manière totalement normale pendant le dîner. À minuit pile. Après que Julian s'est endormi, une équipe de sécurité privée vous attendra au bout de votre rue. Ils vous évacueront. Vous et Grant. En toute discrétion. Ils vous transporteront dans un lieu sécurisé en dehors des limites de la ville. Et ensuite? Ai-je demandé. En serrant fermement le téléphone. Ensuite, Dal a marqué une pause, sa voix devenant dure comme de l'acier. Bernard tend le piège final. Vendredi matin, Bernard a convoqué Julian au cabinet d'avocat dans le centre-ville de Kerry. J'étais assise dans le salon d'une résidence hautement sécurisée à 50 km de là. Grant était dans la pièce voisine en train de regarder un dessin animé sous la surveillance d'un agent de sécurité privé. J'étais assise seule devant une petite table en verre. Un téléphone portable posé au centre était en mode haut-parleur. Dal avait établi une liaison audio sécurisée à sens unique directement depuis un micro caché dans sa salle de réunion. Je pouvais entendre le moindre son. Le bruit d'une lourde porte en bois qui s'ouvre a résonné dans le haut-parleur du téléphone. « Bonjour, papa. »« Bonjour, Dal, » a dit Julian. Sa voix résonnait légèrement dans la grande pièce. Il semblait parfaitement calme, totalement inconscient de la réalité qui basculait autour de lui. Tu avais l'air pressé au téléphone. Tout va bien avec l'entreprise. Assieds-toi. Julian? A répondu Bernard. Son ton était lourd. Empreint d'une fatigue feinte. J'ai retenu mon souffle, écoutant le grincement d'une chaise sur le sol. Bernard s'est raclé la gorge bruyamment. Julian? Le prochain audit me fait réfléchir. Nous déplaçons beaucoup de capitaux. Je veux m'assurer que le testament et le fonds de fiducie soient absolument inattaquables. Je dois protéger nos actifs contre toute contestation future. Je suis entièrement d'accord. Papa. A répondu poliment Julian. Nous devons être prudents. C'est exactement pour cela que je t'ai fait venir, a poursuivi Bernard. Il a baissé la voix pour paraître incroyablement vulnérable. J'ai besoin de savoir avec certitude que Grant porte le sang de cette famille avant de lui transmettre la fiducie. S'il y a le moindre doute, je dois le régler dès maintenant. Un court silence s'est installé sur la ligne. J'imaginais Julian assis là, réalisant que Bernard lui offrait l'opportunité parfaite sur un plateau d'argent. Il n'avait même pas besoin de forcer les choses. Bernard lui demandait pratiquement la falsification. Papa, a commencé Julian. Sa voix s'est soudainement brisée. C'était un acteur incroyablement doué. Je ne voulais pas aborder ce sujet. Je voulais te protéger de la douleur. Je voulais protéger le nom de la famille. De quoi parles-tu? A demandé Bernard, feignant la confusion. J'ai entendu le son distinct d'une fermeture éclair de serviette en cuir qu'on ouvrait. Un papier épais à froisser. Chelsea nous a menti, a déclaré Julian, sa voix dégoulinante d'un faux chagrin. Elle a eu une liaison il y a des années. Je l'ai soupçonnée pendant longtemps. Mais je refusais d'y croire. Récemment, j'ai engagé un détective privé. J'ai également réussi à faire effectuer un test médical discret. Un test? Est intervenu Dal, jouant son rôle à la perfection. Oui, a dit Julian, en faisant glisser un document sur la table de réunion. Je suis tellement désolé, papa. Grant n'est pas mon fils. Il n'a pas notre sang. Mes mains se sont fermées en poings serrés sur la table en verre. L'entendre renier son propre enfant pour voler de l'argent était totalement différent que de le soupçonner. La pure cruauté de son mensonge était stupéfiante. C'est un résultat d'ADN certifié par un laboratoire local,
a expliqué Julien d'un ton confiant. Je l'ai apporté aujourd'hui parce que j'ai réalisé que nous ne pouvons pas laisser un étranger hériter du patrimoine familial. La maladie de Chelsea. C'est peut-être le karma pour ce qu'elle a fait. Mais nous devons protéger l'entreprise. Je demande officiellement que tu retires Grande du fonds de fiducie immédiatement. Je vais prendre le contrôle total du portefeuille financier pour m'assurer que les actifs restent en sécurité au sein de notre vraie famille. Il l'avait fait. Il avait présenté un document médical falsifié à un avocat afin d'exécuter une fraude financière. Il avait franchi la ligne rouge juridique. C'est une accusation très grave. Julien, a dit doucement Bernard. Je sais, a répondu Julien. Mais la preuve est là. Entre vos mains. J'ai entendu le bruit du papier glissant à nouveau sur le bois. Laissez-moi voir ça, a dit calmement Dahl. Il y a eu une pause pendant que Dahl examinait le document. Julien, juste pour le dossier officiel. Tu soumets ce papier à mon bureau en tant que document médical factuel. Tu as l'intention de l'utiliser pour modifier légalement un fonds de fiducie de plusieurs millions de dollars. Oui. Dahl? C'est exact? A confirmé Julien sans une seule seconde d'hésitation. À travers le haut-parleur. J'ai entendu le léger froissement de Dahl reposant les faux résultats ADN sur son bureau. Je vois, a dit Dahl. Sa voix a perdu toute apparence de politesse professionnelle. Il a souri froidement, son ton devenant dur comme la glace. Il s'est avancé et a appuyé fermement sur un bouton de l'interphone de son bureau. La lourde porte en bois de la salle de réunion s'est immédiatement ouverte avec fracas. Le bruit soudain dans le haut-parleur de mon téléphone était assourdissant. Je me suis rapproché, le cœur battant à tout rompre. Des pas lourds et synchronisés sont entrés dans la pièce. Ils étaient rapides et déterminés. Ce n'étaient clairement pas des employés du cabinet d'avocats. Julian Stanton, a annoncé une voix sévère et inconnue. Nous sommes des agents spéciaux du Federal Bureau of Investigation. Vous êtes en état d'arrestation. Quoi, s'est étouffé Julien. L'assurance tranquille dans sa voix s'est évanouie instantanément. Arrestation pourquoi? Il doit y avoir une erreur. Papa. Dis-leur. Ils ne peuvent pas entrer ici comme ça. Il n'y a pas d'erreur, Julien. A déclaré le fédéral d'un ton sec. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour plusieurs chefs d'accusations fédéraux de fraude bancaire et de détournement de fonds d'entreprise. Vous avez le droit de garder le silence. J'ai entendu un grand froissement de tissu. Julien reculait, ses chaussures raclant le parquet. Il avait probablement heurté le bord de la grande table de réunion. Il était totalement coincé. Détournement de fonds, a bafouillé Julien, sa voix tremblant de manière incontrôlable. Enfin, papa, je ne sais pas de quoi il parle. Dahl? Vous êtes notre avocat. Faites quelque chose. Je suis l'avocat de ton père, Julien, l'a corrigé froidement Dahl. Je représente Bernard et l'entreprise familiale. Je ne te représente pas. Et tu viens de rendre mon travail incroyablement facile. Qu'est-ce que vous voulez dire? Julien semblait affolé. Sa respiration lourde et saccadée. Ce document d'ADN falsifié, a expliqué Dahl d'un ton parfaitement plat et professionnel. En présentant un dossier médical falsifié pour manipuler légalement un fonds de fiducie à travers des institutions financières. Tu viens de commettre une extorsion. Tu viens de remettre à un agent fédéral la preuve physique d'une conspiration criminelle. Tu l'as soumis volontairement, devant témoins. Le silence qui a suivi était pesant. Le piège s'était parfaitement refermé sur lui. Ce n'est pas un faux, s'est écrié désespérément Julien, tentant de s'accrocher à son mensonge qui s'effondrait. Chelsea a trompé. Ce papier est vrai.
Demandez au laboratoire. Demandez à Maya Vance. Nous n'avons pas besoin de demander à Maya Vance, a pris la parole Bernard. Sa voix ne paraissait plus du tout vulnérable ou épuisée. Elle résonnait d'une autorité absolue et d'une colère glaciale. Parce que les autorités sont en train de l'arrêter à la clinique médicale en ce moment même. Elle est poursuivie comme votre co-conspiratrice à la minute où je vous parle. Un hoquet de stupeur s'est échappé des lèvres de Julien. Tout son réseau s'effondrait exactement au même moment. Et quant à l'ADN, a poursuivi Bernard, sa voix tranchant l'air comme une lame. Tu m'as sévèrement sous-estimé. Candale m'a informé de ton plan samedi dernier. Je ne suis pas resté assis à rien faire. Quand je suis venu chez toi pour déposer les papiers, j'ai serré mon petit-fils dans mes bras. J'ai aussi prélevé discrètement quelques cheveux de Grant sur sa veste. J'ai fermé les yeux dans la résidence sécurisée. Je me suis rappelé Bernard serrant fort Grant dans le salon. J'ai envoyé ces échantillons à un laboratoire de génétique indépendant hors de l'État. A révélé Bernard. J'ai commandé un test de paternité accéléré et hautement confidentiel. J'ai reçu les résultats. Officiel hier matin. Grant est absolument mon petit-fils biologique. Il porte mon sang. Le papier que tu viens de tendre à Dal est une falsification bon marché et désespérée. Papa, a murmuré Julien. Sa voix s'est complètement brisée. C'était un son pitoyable et faible. Tu as volé des millions à l'entreprise que j'ai bâtie, a dit Bernard. Ces mots dénués de toute chaleur paternelle. Tu as vidé les comptes pour financer tes portefeuilles secrets à l'étranger. Tu prévoyais de fuir le pays. Mais pire que tout. Tu as essayé d'envoyer un innocent garçon de 7 ans dans un centre et de détruire la réputation de ta femme malade, simplement pour couvrir tes propres crimes financiers. S'il te plaît, a supplié Julien. J'ai entendu un bruit sourd à travers le haut-parleur. Il s'était effondré à genoux sur la moquette. Papa. S'il te plaît. J'étais aux abois. J'ai fait une erreur. Tu peux arranger ça. Tu as l'argent. S'il te plaît, papa, ne les laisse pas m'emmener. J'ai fixé le téléphone. L'homme qui avait froidement planifié de me laisser mourir et d'abandonner notre fils pleurait. Maintenant sur le sol, suppliant qu'on ait pitié de lui. Je n'ai pas de fils qui trompe sa famille en échange de sa propre liberté. A déclaré Bernard avec une décision finale absolue. Il n'a pas levé la voix. Il n'a pas crié. La froideur de ces mots était bien plus dévastatrice que n'importe quelle colère. Relevez-vous, a ordonné l'agent fédéral. Julien a sangloté, un bruit misérable et brisé. Le déclic métallique caractéristique de lourdes menottes qui se verrouillent a résonné fort dans le haut-parleur. L'acier froid s'est refermé fermement sur ses poignets. 6 mois plus tard, je me tenais dans le jardin de la propriété de Bernard. Profitant du doux soleil printanier. Le rude hiver était enfin terminé. Je regardais Grant courir sur la pelouse verte, chassant un chiot golden retriever que Bernard venait de lui adopter. Le son de ses éclats de rire résonnait clairement à travers les grands arbres. C'était un son pour lequel je m'étais battu désespérément. Physiquement, je me sentais une toute autre personne comparée à la femme fragile cachée dans ce sombre placard. Plus tôt cette semaine, mon équipe médicale m'a annoncé la nouvelle exacte que nous prions d'entendre. Le cancer est officiellement en rémission. Mon corps a exceptionnellement bien répondu au protocole de traitement agressif. Je dois encore passer des examens réguliers et suivre un régime de santé strict. Mais la menace immédiate pour ma vie a disparu. Je vais être là pour voir mon fils grandir. Julien est actuellement incarcéré dans un pénitencier fédéral. Les procédures judiciaires ont été rapides une fois que les agents fédéraux ont sécurisé les faux documents et les détails des comptes offshore, reconnaissant la quantité écrasante de preuves contre lui. Il a plaidé coupable pour éviter un procès public à rallonge.
Le juge fédéral lui a infligé une lourde peine de prison sans possibilité de libération. Conditionnel anticipé pour ses vastes manœuvres de fraude bancaire et de détournement de fonds d'entreprise. La condamnation pénale n'était que la première étape pour détruire son emprise sur nos vies. Dalma représenté avec diligence lors des audiences devant le tribunal de la famille. Le juge a minutieusement examiné les enregistrements audio, le faux test d'ADN et les preuves du complot de Julian visant à placer notre fils. Le jugement final a été sans appel. Le tribunal de la famille a officiellement déchu Julian de tous ses droits parentaux. Le juge a explicitement fondé sa décision sur des accusations graves de mise en danger d'enfants, de fraude délibérée et de tentative d'ingérence dans la garde. Julian n'est plus le père de Grant aux yeux de la loi. Il a perdu tous ses droits de visite et il lui est interdit d'entrer en contact avec l'un de nous. Pour toujours. Maya Vance n'a pas non plus échappé à la justice. Sa volonté initiale de coopérer avec les autorités a légèrement réduit sa peine globale. Mais elle a tout de même fait face à de très graves conséquences juridiques. Elle a perdu sa licence médicale de façon permanente. Elle purge actuellement sa propre peine de prison pour avoir intentionnellement abusé de sa position médicale et falsifié des dossiers officiels de laboratoire de diagnostic. Sa cupidité aveugle lui a coûté toute sa carrière professionnelle et sa liberté. Bernard a réussi à travailler avec des experts comptables judiciaires pour récupérer une partie importante des fonds détournés sur les comptes offshore avant que Julian ne puisse les déplacer définitivement. L'entreprise familiale s'est rapidement stabilisée sous sa gestion directe. Le fonds de fiducie de Grant reste totalement intact, géré en toute sécurité par Bernard et Dal, à l'abri de l'homme qui a essayé de le voler. Quand je repense à cet après-midi terrifiant, je réalise à quel point la sécurité peut être fragile. Le mal s'annonce rarement à haute voix. Parfois, il porte un costume sur mesure et dort dans le même lit que vous. Il se cache derrière une fausse inquiétude, des cadeaux coûteux et des sourires chaleureux. J'ai appris que l'intuition d'une mère est un système d'alerte incroyablement puissant. Quand votre instinct vous dit que quelque chose ne va fondamentalement pas, vous devez l'écouter sans hésiter. La force primordiale requise pour protéger un enfant peut pousser une personne à survivre à des épreuves impossibles. Julian a essayé d'utiliser ma vulnérabilité médicale comme une arme. Il croyait arrogamment que ma maladie me rendait faible, silencieuse et facilement jetable. Il a appris à ses dépens qu'une mère qui se bat pour l'avenir de son enfant est l'adversaire le plus dangereux qu'il puisse affronter. Sa trahison calculée lui a coûté sa famille, sa richesse, sa réputation et sa liberté. Il a fini par obtenir exactement ce qu'il méritait, le néant absolu. Merci beaucoup d'avoir traversé ce sombre voyage avec moi. Si cette histoire a résonné en vous, j'aimerais beaucoup connaître vos impressions. Avez-vous déjà dû compter sur votre intuition profonde pour révéler une douloureuse vérité? Avez-vous déjà dû vous battre contre quelqu'un en qui vous pensiez pouvoir avoir une confiance aveugle? S'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos propres histoires de victoire sur l'adversité. Votre force personnelle pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui a désespérément besoin de l'entendre. Aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires de justice et de survie. Prenez soin de vous et des personnes que vous aimez vraiment.